18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec deux invités d'honneur. Nous avons pour vous Daniel Mbaou qui est député national. Il est aussi juriste constitutionnaliste. Avec lui, on va un peu essayer de parler du contour du dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, autorisant certainement les députés nationaux à aller en vacances parlementaires. Comme vous le savez très bien, le président de cette institution a saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 144 de la Constitution. Nous allons en parler avec Daniel Mbaou. Il viendra certainement éclairer la lanterne parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce sujet. Autre chose, c'est affaire des jeeps qui fait couler encre et salive. Alors, notre production a proposé une très belle thématique, une jeep pour un député. Voilà, avec Armand Moukoulou qui est cadre de CCI. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. La ville de Béni vit depuis ce week-end dans la psychose due à l'explosion de plus d'une bombe dans de lieux hautement fréquentés. Le maire a déclaré depuis le début de la soirée un couvre-feu immédiat, le temps de maîtriser la situation. L'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité passée au peine fin par le Premier ministre Samalou Kondé et les directeurs généraux de la SNEL ainsi que de la Régie des eaux en présence du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. C'était au cours d'une séance de travail ce lundi à la primature. En prélude du G20 qui se tiendra du 30 au 31 octobre 2021 à Rome en Italie, un sommet ordinaire du G20 auquel est invité Félix Tshisekedi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Une réunion ministérielle préparatoire a été organisée du 22 au 23 juin dernier à Catania en Italie. La ministre congolaise de l'Emploi, Claudine Ndoussi, a représenté l'Afrique et a fait un plaidoyer pour la restauration d'une paix durable dans le continent. Direction Genève en Suisse où les 74 membres du forum de dialogue politique libyen sont en discussion ce lundi en vue de se décider sur la base juridique des élections générales prévues au mois de décembre prochain dans ce pays. Une réunion décisive qui est consacrée selon l'Organisation des Nations Unies à s'entendre sur les textes encadrant le scrutin en Libye. Des réunions préparatoires du comité consultatif de ce forum ont eu lieu à Tunis en fin de la semaine dernière, mais les divergences persistent. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Dorian Bouya. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, nous allons parler avec le professeur en droit constitutionnel Daniel Mbaou. Alors, il est là, il est le député national. Avec lui, on va certainement parler de cette question constitutionnelle. C'est tout de suite.
Il a plusieurs casquettes. Il est député national, professeur en droit constitutionnel. Il est aussi pasteur, parce qu'on l'a vu prêcher dans une église de la place. Lui, c'est Daniel Mbaou, mais cette fois-ci, nous allons le recevoir sous 2 casquettes. En tant que député national, aussi en tant que constitutionnaliste, on va parler de la Cour constitutionnelle, l'état des sièges. Et est-ce que les députés sont-ils prêts à aller en vacances? Parce que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, a saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 144 de la Constitution. Alors, la Cour constitutionnelle, par le président, a rendu un arrêt. Cet arrêt veut assez que les députés aillent certainement en vacances pour que 15 jours après, ils peuvent avoir la possibilité de proroger ou pas l'état des sièges. Nous allons en parler avec Daniel Mbaou. Bienvenue. Bien, merci Jean-David Kilolo. Voilà. Très heureux de partager les mêmes plateaux avec vous. Effectivement, moi aussi très content surtout d'avoir répondu à notre appel. Ça fait plusieurs fois que notre appel a beaucoup raté et aujourd'hui vous aviez répondu. Alors, la Cour constitutionnelle a répondu favorablement à la demande du président Mbosso Nkodia. N'est-ce pas là un forcing? Parce que dans un premier temps, les députés nationaux n'ont pas voulu aller en vacances parce que c'était la loi d'habilitation, ils veulent certainement garder leurs prérogatives. Ben, Jean-David Kilolo, je vais commencer d'abord, si vous voulez, à circonscrire les cadres. Je note que cette question des saisines de la Cour ne tombe pas des nues. Mais c'est une question qui s'inscrit dans la continuité, n'est-ce pas, d'une dynamique qui a été enclenchée dans l'ensemble du système. Nous avons été saisis, nous l'Assemblée nationale, d'un texte d'habilitation, conformément à l'article 129. Il était question pour nous, effectivement, d'admettre que nous renoncions aux prérogatives qui sont nôtres, aux prérogatives législatives en faveur de l'exécutif, de sorte que celui-ci puisse intervenir dans le domaine de la loi durant la période qui couvre nos vacances parlementaires. Ça veut dire durant 5 sessions, pratiquement 3-5 semaines. Et que donc l'Assemblée nationale n'a pas digéré en bon droit cette demande qui, à mon sens, a pu paraître comme liberticide. Parce que déjà, l'Assemblée nationale a ses droits. En ligne de mire, le droit d'écrire et d'élaborer les textes et puis de contrôler. Et surtout que sous la forme, la demande qui a été initiée s'est heurtée à des considérations d'ordre technique. Donc on ne peut pas, dans la mesure du possible, accorder les bénéfices d'une loi d'habilitation à un gouvernement qui ne veut pas intervenir dans le domaine de la loi, mais qui veut intervenir dans le cas des circonstances exceptionnelles. Ça, c'est un problème de droit. Je peux comprendre que le gouvernement intervienne conformément à l'article 129, n'est-ce pas, dans le domaine de la loi, en vue d'exécuter le programme urgent de celui-ci, donc le gouvernement. Je n'ose pas admettre, l'Assemblée nationale n'a pas voulu admettre, que le gouvernement puisse quitter les domaines de la loi pour venir dans la légalité d'exception, solliciter les bénéfices d'une habilitation. Ça, c'est assassiner les droits constitutionnels. Parce que qu'est-ce qui adviendra sous la forme? C'est que lorsque le Parlement partira, le gouvernement, avec cette loi d'habilitation, va couvrir toute la période de vacances parlementaires, alors que lorsque vous lisez les termes de l'article 144, le loi des prorogations, toutes les lois de prorogation n'ont une durée que de 15 jours. Or, une loi d'habilitation est toujours soumise à la ratification parlementaire. Ce qui revient à dire, lorsque le Parlement décide d'accorder les bénéfices de l'intervention au gouvernement, le Parlement ne peut contrôler, parce que c'est un mécanisme de contrôle formel, ne peut contrôler qu'au mois de septembre. Et entre-temps, toutes les lois de prorogation, ou la plupart, tomberaient déjà caduques. Ça ne s'explique pas. Donc une loi de prorogation, en principe, une loi d'habilitation, s'inscrit d'abord dans le domaine de la loi. Et puis finalement, ce sont des lois qui ont vocation à durer dans le temps.
Parce que la durée de l'habilitation est circonscrite dans les textes des sollicitations d'habilitation. Dans la mesure où le Parlement est appelé à ratifier. À défaut de ratification, la loi tombe caduque. Mais on ne peut pas comprendre, Jean-David, même un étudiant de première année de graduat droit ne peut pas admettre que le Parlement renonce à ses pouvoirs pour des lois qui n'ont pas vocation à durer. C'est-à-dire des lois qui n'ont qu'une durée de vie de 15 jours. Mais et ce qui a fait que les refus de l'Assemblée nationale d'inscrire cette question dans le calendrier a suscité une espèce de crise d'interprétation. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce que le Sénat puisse donner un quitus à cette loi et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu refus? Non, à l'Assemblée nationale, il faut dire que nous devenons de plus en plus regardants. Regardons. Et l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui le respect de la stricte légalité. Et nous appliquons la loi. Vous savez, il s'est passé beaucoup de péripéties il y a peu dans notre pays. Et vous conviendrez avec moi, c'est notamment grâce à l'ardiesse des députés nationaux et à la clairvoyance des députés nationaux que nous en sommes arrivés où nous sommes. Les députés nationaux ont réussi, dans la mesure du possible, à renverser la tendance lourde qu'il y avait. Et les députés ont pu déconstruire la dictature qu'il y avait pour asseoir un autre régime. La dictature et donc, c'est un élan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir fait tomber Mabunda? Pas du tout. C'est un élan. Vous ne regrettez pas? C'est un élan. On n'en regrette pas du tout. Pour bien des raisons que je ne saurais expliquer dans ces cas. Il y a d'autres qui commencent beaucoup plus à regretter. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est du leurre. C'est un leurre. Il y a d'autres qui commencent beaucoup plus à regretter. Ils disent qu'ils trouvent un peu, avec le nouveau président, un peu du moboutisme là. Non, pas du tout. Pas du tout. Bosso, c'est le président le plus démocratique et le Parlement démocrate que le Parlement congolais est connu. Bosso est totalement démocrate et libéral. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que donc vous êtes rapporteur de la commission PAJ ou on vous sent un peu avoir des paroles favorables envers Non, pas du tout. Bosso. Je m'en tiens simplement à la force des faits. D'Embosso. À ce que je vis. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les débats parlementaires ont repris ses lettres de noblesse. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec lui, cette histoire d'Égypte, ça c'est d'abord entre... Non, c'est une parenthèse que... Il ne faut pas qu'on amalgame. Oui, effectivement. Nous allons revenir au niveau de l'arrêt. Effectivement, au niveau de l'arrêt. Je suis en train de simplement ici effectivement de circonscrire le cadre. Je le disais en liminaire que cet arrêt-là ne tombe pas des nues. Cet arrêt est consécutif à une attitude responsable des élus nationaux qui ont refusé délibérément. Alors maintenant, l'interprétation de la Cour constitutionnelle dans ce cas. L'arrêt Aircons 1584, c'est un arrêt des tièdeurs. Des tièdeurs? Oui. Comment des tièdeurs? C'est un arrêt en même temps de réuniement. C'est un arrêt qui étouffe l'éclosion du droit. Donc, pour vous, et l'état de droit. Il est anticonstitutionnel, c'est un... Je l'ai dit en toute liberté. Il n'est pas simplement anticonstitutionnel, cet arrêt, ça je l'ai dit comme doctrinaire, mais il faut noter que cet arrêt orchestre une révision jurisprudentielle de la Constitution. Parce que cet arrêt donne un sens autre à l'article 144 que celui que le Constituant a initialement affecté à cette disposition. J'ai circonscrit tout à l'heure le cadre pour dire qu'il y a une crise d'interprétation. Deux postures. La première, c'est une posture de désinvolture, la posture du Sénat. Et la deuxième, c'est une posture de responsabilité de l'Assemblée nationale. Mais de ces deux postures, finalement, s'est dégagée, n'est-ce pas, une contradiction dans la lecture de l'article 144. Et il en fallait donc saisir la Cour pour que la Cour vienne préciser la portée de cette disposition en interprète rationnel. La Cour devait intervenir dans les cas d'espèces comme censeur, j'allais même dire comme pédagogue, pour enseigner les deux chambres, donner une orientation. Mais en lieu et place de l'orientation que les deux chambres attendaient, finalement la Cour nous a embourbés dans une interprétation démocraticide. Une interprétation... Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que déjà, dans le fond, il y a le Sénat qui a dit autre chose, l'Assemblée nationale, la Cour aussi, et vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi le président de PAJ qui a aussi réagi, qui est allé dans le même sens que vous, pour dire que non, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est un arrêt anticonstitutionnel. Non, mais je l'ai dit, oui. Ne me faites pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, que cet arrêt n'était pas simplement anticonstitutionnel, mais c'était un arrêt révolutionnaire. Un arrêt qui orchestrait malencontreusement une révision jurisprudentielle de la Constitution. Ça veut dire que
pour le technicien, il est facile de comprendre cette expression. L'on dirait que la Cour a contourné le Congrès pour toucher à une disposition constitutionnelle, j'ai dit l'article 144. Parce que cet article est clair. Lorsque l'état de siège, l'état d'urgence est décrété, le cas échéant, si le Parlement n'est pas en session, une session est convoquée de droit, de plein droit. Voyez-vous? Et si le Parlement est en session, la clôture de la session est retardée jusqu'à l'expiration de l'état de siège. C'est une disposition qui ne tombe pas des nues. Cette disposition, il faut la lier avec la matrice de l'exposé motif de la Constitution du février 2006, qui n'a pas qu'une portée philosophique. L'exposé motif fait de la Constitution du février 2006 un texte de compromis et de collaboration. Et généralement, pour des décisions de grande envergure, des mesures fortes telles que l'état de siège, la Constitution requiert dans l'absolu la collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Parce qu'effectivement, l'état de siège, ce n'est pas une tactique en solo ou une mesure qui peut être prise exclusivement par l'exécutif et que ça s'arrête là. Non, il faut un contrôle parlementaire permanent. Et la prorogation de l'état de siège n'est pas simplement une possibilité pour l'Assemblée nationale et les Sénats de voter une loi pour donner à l'exécutif la capacité de poursuivre avec ces mesures, mais c'est aussi une opportunité pour l'Assemblée nationale et les Sénats de contrôler les mesures d'exécution, parce qu'elles sont pour l'essentiel des mesures restrictives. Et lorsque vous lisez les termes de l'article 161, j'allais dire, de la Constitution du février 2006, il y a des matières qui constituent le noyau dur des droits de l'homme, qui sont intangibles. C'est en pareille circonstance que l'Assemblée nationale vérifie la légalité, vérifie le contenu, n'est-ce pas? La praticabilité, j'allais dire, des mesures qui sont prises par l'exécutif. Et donc, l'Assemblée nationale et les Sénats ne peuvent pas renoncer à leur pouvoir. Parce qu'ils sont représentants du peuple congolais. L'Assemblée nationale représente le peuple, le Sénat représente les entités régionalisées qui sont des provinces. Et ensemble, nous avons la compétence, conformément à l'article 144, de proroger ou non l'état de siège. Et maintenant, et donc la Cour qui va dire, parce que il faut rentrer même dans les termes de la requête du 15 juin. L'Assemblée nationale saisit la Cour en lui posant une série de questions. Notamment, qu'adviendra-t-il lorsque il est établi effectivement que le pays est en train de traverser une période de crise sanitaire? Qu'adviendra-t-il pour l'Assemblée nationale? Est-ce l'Assemblée nationale va-t-elle continuer à siéger telle qu'elle a toujours siégé conformément à son règlement intérieur, ou va-t-elle réduire le format? C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale voulait savoir si l'on pouvait limiter nos plénières qu'au seul président des groupes parlementaires et aux membres du bureau. Et la deuxième question, c'était de savoir, parce qu'il y a écrit... Et c'était quoi la réponse de la Cour? Quel est le sens que la Cour donne à l'article 144? Mais la Cour a fait une esquive honteuse de la première question. La Cour n'a rien dit, c'est une dérobade. La Cour n'a pas répondu sous des mesures sanitaires. Oui. Mais sous la deuxième question, la Cour donne une réponse de tiédeur. Mais une réponse un tout petit peu alambiquée, en disant que l'Assemblée nationale peut aller en vacances. Mais et pour revenir dans 15 jours. Revenir chaque 15 jours pour proroger. Et pourtant, l'article 144 ne dit pas ça. En droit, nous disons interpretatio quaesat in claris. Les dispositions qui sont claires ne doivent pas faire objet d'interprétation. Elles doivent être appliquées telles quelles. Et en droit, on avance en disant que ubi lex volut dixit, c'est-à-dire là où la loi veut, elle dit. Ubi lex noluit taquit, là où elle ne veut pas, elle s'était délibérément. Si les constituants avaient voulu que l'Assemblée nationale s'interdise de clôturer la session, elle aurait dit expressément Jean-David Kilolo. Mais comme le constituant n'a pas voulu, il s'est tué. En se taisant, la Cour ne peut pas aller outre mesure en disant que l'Assemblée nationale peut se dérober de cette obligation, clôturer la session et revenir chaque 15 jours. Mais la Cour n'a pas même pris la précaution d'indiquer quelle était la nature des réunions qui devaient se tenir après chaque 15 jours.
Donc la Cour vous a laissé dans une confusion. Absolument. Or, nous savons que des réunions qui sont exceptionnellement convoquées, généralement, ce sont des sessions extraordinaires. Mais dans le fait, les sessions extraordinaires nous coûtent énormément cher. Et coûtent énormément et gravement cher à la République. Et donc, il faut payer les députés comme s'ils étaient en session. Et ce qui est, à mon avis, inacceptable. La Cour nous aurait laissé gérer notre propre calendrier. La Cour n'aurait rien perdu. Est-ce que ce n'est pas le fait d'aller saisir la Cour constitutionnelle, le fait que le président Mbosso serait un peu mécontent par l'érégé de députés de la loi d'habilitation, il est allé saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle aussi a pris un arrêt. D'autres qualifient d'un arrêt purement politique, rien de droit là. Non, mais je te l'ai dit, je n'aurais de cesse à te dire que lorsque vous lisez cet arrêt, vous remarquez que la Cour constitutionnelle a sacrifié le droit sur l'autel de la politique. Ça, c'est un arrêt sur commande. Et au fond, vous voyez, la Cour ne règle aucune question de droit. La Cour, vous voyez pas. Non, mais ça ne remet pas forcément en cause la crédibilité de la Cour. Mais ça replace la Cour à la sellette. Ça replace la Cour devant ses responsabilités. Parce que nous jouons le rôle d'alerte pour finalement orienter la Cour vers le bon droit. Et je pense avec des critiques acerbes que nous émettons dans les prochaines heures, lorsque la Cour sera saisie d'une autre requête, peut-être similaire, ou sur une autre question de droit, la Cour fera œuvre utile. Qui va saisir? C'est vous qui allez saisir ou d'autres députés? Non, mais je dis, ça peut toujours arriver. Et ça arrive généralement lorsqu'il y a un contentieux. Alors, maintenant, concernant la loi d'habilitation, la Cour, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à la loi d'habilitation? C'est que les députés... Tout à l'heure, là, tu m'as pris les beefsteaks à la gueule, un peu à l'arraché. Oui, allez-y. Je voulais préciser les termes de la requête. Je l'ai dit, dans la requête, on n'a pas posé la question de la loi d'habilitation. On n'a pas posé. La loi d'habilitation a été par contre un élément déclencheur de la saisine de la Cour. OK. Parce que l'Assemblée nationale s'est refusée d'habiliter. Il y a une crise d'interprétation. Pourquoi l'Assemblée s'est refusée d'habiliter? C'est parce que l'Assemblée a donné à l'article 144 un autre sens que celui que le Sénat lui étiquetait. Ce qui fait que l'Assemblée nationale, par l'entremise de son président, a saisi la Cour constitutionnelle pour avoir la vraie portée, on interprète, pour avoir la vraie portée de l'article 144. Et l'article 129 n'a pas été posé dans la requête, dans les éléments de la saisine. Mais on comprend bien que la Cour a fait preuve d'escapisme sur la première question qui est liée au contexte sanitaire. La Cour n'y a même pas répondu. Et sur la deuxième question de fond, la Cour a donné une réponse de tièdeur. Mais une réponse qui refroidit les droits, qui met en mal les droits et qui sacrifie les droits sur l'autel de la politique. Voilà, est-ce que vous ne voyez pas, je répète encore, je répète ma question, quand bien vous l'avez répondu, mais j'aimerais, aujourd'hui, avec cette interprétation de la Cour constitutionnelle, une interprétation que vous qualifiez des tièdeurs, vous ne voyez pas qu'un certain temps, ça remet beaucoup plus en cause la crédibilité de la Cour. Parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, il y a même d'autres députés, vous l'avez dit, d'autres députés envisagent encore de ressaisir cette Cour. Non, pas forcément. Vous n'avez pas compris. Pour interprétation. Vous n'avez pas compris le sens de mon intervention. Ouais. Et vous êtes dans une démarche politicienne. Démarche politicienne. Évitez-moi la démarche politicienne. Je suis dans l'orthodoxie constitutionnelle stricte. Rien des politiciens. Et lorsque toi, tu t'attaques à la crédibilité de la Cour, alors tu poses un problème politique. Par-delà de ta préoccupation, tu poses un problème politique. Mais moi, par contre, je m'attaque aux questions de droit. Et je considère que la Cour a eu tort d'avoir rendu cet arrêt en ces termes-là. La Cour aurait fait œuvre utile en reconnaissant à l'Assemblée nationale la possibilité de poursuivre ces réunions, n'est-ce pas, et de s'interdire finalement de clôturer prématurément sa session. Parce que l'état de siège requiert une combinaison d'esprit entre le législatif et l'exécutif. C'est un jeu synchronisé, un jeu de groupalité entre l'exécutif et les législatifs. Je ne suis pas dans une démarche de mise à la sellette politicienne.
pour charger les juges de la Cour. Et ça, c'est une alternative de facilité. Quiconque les ferait, quiconque les dirait avec désinvolture et aisance, que les juges de la Cour constitutionnelle ont mal dit les droits et par conséquent ont perdu la crédibilité. Mais un avocat sérieux, un professeur d'université de surcroît, ne peut se permettre de tels propos qui frisent la partisanerie. Ok, maintenant, je vous ai sur ce plateau, il y a encore une question justement, très importante. Jean-David, oui, effectivement. Les gens disent, bah, écoutez, depuis que vous êtes allé à l'Union Sacrée, plusieurs d'entre vous ont perdu des repères. Oui, je vais arriver Pourtant pas. Il y en a encore qui ont toute leur lucidité. Parce que on voit Daniel Mbaou à un certain temps, qui est un peu critique au départ, mais on voit Daniel Mbaou commence à défendre certaines choses qu'il ne veut pas défendre. Non, Daniel Mbaou est toujours critique. Il n'a jamais passé les armes à gauche. Ouais. On connaît si Daniel Mbaou était... un Daniel Mbaou défenseur, mais si Daniel Mbaou on commence à sentir un peu de Daniel Mbaou. Non, mais si c'est Daniel Mbaou sclérosé que tu présentes, il ne serait pas venu sur ton plateau pour critiquer l'arrêt de la Cour. Allez-y. Cet arrêt est rendu dans quel contexte? Dans le contexte post-alternance. Et dans un contexte de basculement des majorités où Daniel Mbaou a cessé d'être opposant. Il est dans la majorité. Nous faisons la politique autrement. Nous, on veut faire voir à cette nouvelle génération que lorsque c'est noir, il faut dire que c'est noir. Là où il faut ovationner frénétiquement, ovationner. Donc moi, je m'inscris jamais, n'est-ce pas, dans des groupuscules des gens qui se comportent en applaudisseurs. Par rapport à ça. Et au Parlement, rassure-toi, je n'ai jamais été partisan des concerts des louanges. Voilà. Et par rapport à ça, un Parlement se mettrait en chambre d'enregistrement et applaudirait comme ça. Il y a cette histoire de loi Lutundula. Sans casse, sans critique. Voilà, merci. Il y a cette histoire de loi Lutundula. La loi Lutundula, vous avez beaucoup plus défendu cette loi parce que vous avez même tenu un point de presse en tant que rapporteur des PAJ, la loi Lutundula. D'aucuns qualifient cette loi des liberticides. Et en plus, on voulait que ça soit beaucoup plus que la CENI soit dépolitisée, mais ça n'a pas été le cas, surtout avec Daniel Mbaou qui est là. David Kilolo, oui. Tu sais, quand tu parlais là, j'ai lu la ligne éditoriale de Télé 50 sur ton visage. La ligne éditoriale? Oui. Non, du tout, c'est cette question. Mais écoutez, tu ne vas pas m'embrigader dans ces schémas-là. Oui, allez-y. Mais j'aimerais à l'occasion parler à ceux de ma génération qu'ils ne doivent pas se laisser aussi manipuler par des politiciens. Pour comprendre la loi de la CENI et la réforme qu'il y a, il faut rentrer dans le contexte historique, j'allais dire dans le contexte génésiaque de la mise en place de la CENI. Pourquoi nous avons mis en place cette CENI, qui est une institution qui, par ailleurs, dans les grandes démocraties, n'existe pas. Parce que dans les grandes démocraties, les gens se font mutuellement confiance. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Je pense que le premier paradigme qui a prévalu à la germination de la CENI, c'est le principe de l'indépendance. Et au-delà de l'indépendance, c'est la crédibilité du scrutin. Alors, nous voulons une CENI qui puisse rassurer les compétiteurs. Nous ne voulons pas d'une CENI qui fasse une purge au-dedans d'elle-même pour chasser les politiques. Non, ce terme-là, dépolitisation, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que ce concept-là ne tient pas par rapport au contexte et par rapport à la nature de l'organe. Écoutez, en droit, c'est simple. Ou même en sciences politiques. Et là, je cite Michel Tropper, qui dit que les élections sont un concept éminemment politique et connoté en droit et en sciences politiques. Comment voulez-vous que les élections, qui sont un concept éminemment politique, soient totalement dépolitisées dans son organisation? Pas du tout. Dit, écoute, c'est l'heure. Et ça relève de la chimère. Des deux, les concepts, la CENI elle-même, c'est un organe très politique qui opère dans le sillage de la politique. La CENI, c'est l'arbitre de la compétition la plus émotionnelle et la plus politique de la société, ou la plus politisée de la société. Ma foi, on est où là finalement? Mais si même la Linafoot, qui est une compétition sportive, peut être politisée. Mais vous aurez charcuté cette loi, la loi Lutundula, selon l'initiative. Les gens ne l'ont pas lu, malheureusement. Et même les journalistes qui critiquent, malheureusement, n'ont pas fait une lecture, ne serait-ce qu'en diagonale, pour comprendre la portée de ces textes-là. Lutundula lui-même n'a pas exclu les politiciens dans la composition de la CENI. Lutundula a fait une proposition égalitaire, 15, à raison de 5 pour la société civile, 5 pour l'opposition et 5 pour la majorité. Et c'est ça dépolitiser. Où les gens n'ont pas lu Lutundula.
Les gens veulent s'arc-bouter sur des concepts vides et creux, vides de tout sens. Et maintenant, nous, là, la PH, lorsque nous avons pris cette loi, nous l'avons retravaillé, on a donné du sens à cette loi-là, en disant finalement qu'il ne fallait pas donner plus de propensions à la société politique, il faut par contre accroître la société civile. Parce que c'est elle finalement qui veut venir à la CENI. La société civile dans l'ancienne rédaction avait 3 représentants et la majorité avait 6 représentants. L'opposition en avait à peine que 4 représentants. Mais nous n'avons rien bougé, Jean-David Kilolo. C'est une grave innovation. Nous avons ajouté par contre 2 pour la société civile, pour faire 15. Si aujourd'hui les membres de la CENI passent de 13 à 15, parce que nous avons décidé d'ajouter la société civile, n'est-ce pas une innovation? Mais pourquoi toute cette agitation? Il y a la société de la politisation civile. On voit même les églises, on a vu l'église catholique. Et puis finalement, Jean-David, et puis finalement, de part et d'autre, les gens affectent à ces concepts de politisation un contenu sémantique flou. Et qui ne peut pas, dans la mesure du possible, mettre ceux qui en réclament d'accord. Parce que l'opposition, la dépolitisation, ça dit autre chose. La dépolitisation, c'est... C'est qu'il faut enlever tous les politiciens qui sont là. Pour l'opposition, c'est l'intention du glissement. Ils sont dans une visée glycistique. Mais par contre, la société civile veut s'accaparer de tout, parce qu'elle est plurielle. Dedans, mais moi j'ai reçu des revendications, même des composantes de la société civile, des jeunes, qui ont dit, mais pourquoi les femmes simplement? Pourquoi les organisations d'observation électorale? Pourquoi les confessions religieuses seulement? Pourquoi pas nous? J'ai reçu des architectes, j'ai reçu même l'ordre des avocats. Écoute, j'ai reçu l'ordre des infirmiers. Et nous avons reçu même le consortium des articles, des artistes. Je crains fort que dans le jour qui vienne, que ce terme de dépolitisation soit écorché et que même mon frère Chaka Congo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui plaide pour l'artiste en danger, vienne revendiquer le poste des rapporteurs de la CENI. Parce qu'on veut dépolitiser et qu'un jour, que je retrouve Jean-Jacques qui est moigné à la tête de la CENI, parce qu'on veut dépolitiser, c'est un jouet. Mais écoutez, à un moment donné, lorsqu'on parle des choses de la République, soyons sérieux, hein. Merci. Parlons avec responsabilité. Merci beaucoup, Daniel Mbaou, surtout de votre promptitude. Hein. Je pense que ça ne sera pas la toute dernière fois. Non, voilà, nous vous aurons dans nos prochaines éditions. Tout de suite, nous allons parler d'une autre affaire au niveau de l'Assemblée nationale qui a éclaboussé l'Assemblée, les députés. Alors, on voulait déjà la semaine passée recevoir Daniel Mbaou, mais il n'a pas voulu beaucoup plus réagir par rapport à cette affaire des Jeeps. Alors, nous allons parler avec un autre acteur. Celui-là, c'est Armand Moukoulou. Tout de suite.